On a plus qu'une impression d'apprendre d'une manière beaucoup plus efficace. Il va être heureux d'apprendre. Et ce jeu, souvent, aussi réduit le côté anxiogène associé à l'apprentissage. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans Skill Me Up, on va parler d'un mot qui fait souvent peur aux gens sérieux de la formation. On va parler du jeu. Mon invitée du jour, c'est Fabienne Lochardet et elle en a fait sa spécialité. Fabienne est juriste d'affaires reconvertie en consultante pédagogique. Elle a fondé Loom pour replacer l'émotion au corps des dispositifs de formation et faire vivre des expériences apprenantes. Ensemble, on va parler de ludopédagogie. Bonjour Fabienne. Bonjour Delphine et merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis vraiment ravie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît. Je pense que je vais prendre un de chaque. C'est plutôt un souvenir. Un souvenir que j'ai, alors il remonte un petit peu, mais c'est quand même quelque chose qui va lier aussi bien passer de juriste avec la pédagogie. C'est un cours d'histoire en première où un de mes profs avait lancé d'aborder la Seconde Guerre mondiale de manière différente et on avait fait un procès. On s'était mis dans la peau des juges, procureurs, avocats, également la famille et le plaidant, qui en soi n'est pas très drôle, mais c'était Hitler. Il avait organisé tout ce jeu de rôle et je me dis en repensant justement à tout ça, c'est le lien que j'ai pu faire entre le droit et la formation et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc c'est plutôt un souvenir que j'ai qui a quand même impacté finalement la suite de mon parcours professionnel. La deuxième, c'est une date. La date, c'est 2016. C'est la date effectivement où j'ai créé ma société Loom, qui veut dire en occitan savoir, mais également lumière. Et c'est ce que je retiens de Loom, en fait, c'est l'apprentissage dans tous ses états. Et c'est vraiment un résumé de ce que je suis aussi aujourd'hui. C'est d'apprendre aussi bien présentiel, distanciel, vidéo, e-learning, ludopédagogie bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose de très large. Et le dernier point, ce serait un chiffre clé. C'est 25 ans d'expérience dans ce cadre-là et bon, peut-être un peu moins dans la ludopédagogie, mais je dois aller plus de, on va dire, 400 jeux à mon actif en 15 ans. Ah ouais. Et c'est ce chiffre-là, que je voulais souligner. Après, on verra, il y a jeux et jeux, mais on va bien sûr en parler tout de suite. 400, c'est impressionnant. Merci beaucoup Fabienne pour cette présentation. Alors Fabienne, la ludopédagogie, j'ai l'impression que c'est pas juste mettre un jeu au milieu de son module de formation. Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que c'est exactement de cette approche et surtout ce que ce n'est pas? Alors, la ludopédagogie, il y a plusieurs axes, on va dire, pour l'approcher. C'est vrai qu'on a souvent tendance à utiliser, ou plutôt à mettre derrière ludopédagogie plusieurs choses. Mais il y a des degrés dans la ludopédagogie. Je veux dire, il y a d'abord les activités ludiques, où on a cette dimension jeu, mais on est plus axé sur le plaisir. Après, on a vraiment le jeu en tant que tel, où il répond à 6 critères qui ont été identifiés par Karl Kapp, qui d'ailleurs a un site et je vous invite à aller le voir. Il y a des éléments indispensables pour qu'on soit en face d'un jeu. C'est l'objectif, des règles, un challenge, feedback, interactivité, mais aussi des émotions. Et à côté, on a aussi qu'on peut mettre en parallèle. Alors parfois, la ludopédagogie est aussi appelée gamification, mais ce qu'il faut savoir, là, on va ajouter des mécaniques de jeu à des activités qui sont non ludiques. Et alors pourquoi, à ton avis, si on a tous ces degrés-là, on voit pas davantage de formations en entreprise qui comportent, alors pas forcément tous les niveaux, mais un peu plus de fun ou de jeux dans leurs approches formatives en fait? Pourquoi les jeux, effectivement, bonne question, sont si peu employés? Déjà, il y a peu de gens qui maîtrisent aussi cette théorie des jeux où le jeu peut faire peur. Le terme en tant que tel fait peur. D'ailleurs, moi-même, j'utilise souvent activité. J'évite de parler de jeu, mais plutôt d'activité. Ce qui résume aussi bien, notamment en formation, ce que l'on va pouvoir faire, c'est mettre en action. Il y a plusieurs raisons, en fait, pourquoi on utilise peu le jeu. Déjà, on a l'impression de pas être sérieux, parfois, en utilisant le terme jeu.
Il y a la peur aussi de pas tout maîtriser à un moment donné, que ça fasse trop de bruit, tout simplement. À part en vrille. Complètement. Et certains aussi bien, même chez les clients ou même le formateur, parfois, ou le facilitateur, encore plus de facilitateurs en termes de jeu, c'est de perdre du temps aussi par rapport au contenu de la formation ou du contenu que l'on a à traiter. Donc, c'est tous ces points-là, mais bien sûr, on a aussi une longue liste d'avantages que l'on pourrait mettre en face pour le jeu. Oui, bien sûr. Alors justement, toi, tu dis qu'un bon jeu, ça déclenche en premier lieu du plaisir, mais aussi de l'ancrage mémoriel. Du coup, est-ce que tu peux nous lister tous les avantages que tu vois et pourquoi c'est plus efficace, justement, qu'un bon PowerPoint bien animé? Alors déjà, ça effectivement, ça active le jeu, active les émotions et le plaisir. Je vais en citer que quelques-uns. C'est vrai que souvent les apprenants, ils sont déjà dans un état d'esprit détendu et positif. Et on a cette impression, plus qu'une impression, d'apprendre d'une manière beaucoup plus efficace. Il va être heureux d'apprendre. Et ce jeu, souvent, aussi réduit le côté anxiogène associé à l'apprentissage, comme la possibilité de faire des erreurs. Un des avantages, qui est pas moindre, c'est déjà une participation active. En tous les cas, il y en a tout plein. Si je devais les résumer, il y en aurait trois avantages, parce que le jeu, il est facteur quand même d'engagement et de motivation, d'où ce côté plaisir. 2, donc cet apprentissage ludique met quand même l'apprenant au cœur de son apprentissage. Il est social, collaboratif. Et après, ça permet de passer outre certaines barrières, notamment générationnelles, mais aussi la peur de faire des erreurs, de se tromper. Pour illustrer d'ailleurs le côté plaisir, même voire efficacité, c'est Volkswagen en 2009, alors peut-être que vous en avez entendu parler, ça s'appelle la théorie du fun, a mis en place justement des expériences, 4 expériences, pour changer la vie quotidienne des personnes. Et il a transformé des choses justement à faire comme un jeu. La première, qu'on conseillait d'avoir 30 minutes d'activité physique quotidienne, et là il a transformé les escaliers en touches de piano. Pour remonter à la surface, finalement le voyageur avait 2 choix, soit prendre les escaliers avec ses touches de piano, soit prendre l'escalator. Finalement, on s'est rendu compte que il y a quand même 66% des voyageurs qui ont renoncé à l'escalator pour choisir les escaliers, donc ce qui est quand même énorme. La deuxième, c'est aussi l'installation d'une poubelle dans un parc qui était sans fond, parc public, et bien sûr, et c'est pour inciter les personnes à récolter les déchets. Et là aussi, on lançait un déchet dans la poubelle et on entendait quelque chose où ça tombait. Là aussi, en termes d'expérience ludique, les poids des déchets collectés avaient doublé dans le cadre de cette expérience. La troisième aussi, c'était une machine pour trier le verre. Là, ça donnait des points, c'est-à-dire qu'il y a des lumières et vous aviez un conteneur avec différents trous et des trous s'allumaient en fonction là où on devait mettre la bouteille et vous gagnez des points. Voilà. Après, je vais pas rentrer dans tout, mais c'est vraiment cette théorie du fun et se dire finalement pour la gamification, notamment donc rajouter cette dimension gamification, on doit avoir plusieurs éléments que l'on retrouve qui sont importants, notamment cette rétroaction, le feedback. On a aussi le challenge et une récompense. Et la récompense, c'est les derniers exemples, mais je vous ai pas donné, c'était dans les limitations de vitesse. Et là, c'était au lieu de sanctionner les personnes qui dépassaient les limitations de vitesse, c'est qu'ils récompensaient ceux qui respectaient la limitation en donnant un ticket de loterie. Génial. La vitesse moyenne des voitures a baissé de 22%. Donc, c'est toutes des théories qui sont mises en place et dire que finalement, on change des comportements grâce au jeu. À la limite du nudge, c'est le jeu, le nudge. Complètement. Pour inciter à changer de comportement. Et finalement, c'est un peu, ça rejoint, comme tu le disais, ça rejoint la formation, puisque la formation, c'est quand même à la fin faire évoluer les pratiques. Alors, les pratiques professionnelles, là, on n'est pas trop dans le professionnel, mais les pratiques, dans l'absolu. Donc, c'est plutôt chouette. Est-ce que tu peux nous résumer, justement, tu les as abordés à travers ces exemples, les 6 critères dont tu parlais pour constituer un bon jeu, pour que ce soit efficace? Tout à fait. Donc, bien sûr, un jeu, déjà pour qu'il soit sérieux, comme je le disais, on part d'un objectif. Il y a toujours un objectif que l'on a en tête où on va vers quelque chose. En formation, c'est de poursuivre, en tous les cas, d'atteindre un objectif pédagogique. Ensuite, on a des règles. Donc là, c'est le cadre dans lequel on va s'inscrire. Bien sûr, il faut un challenge. Alors là, la difficulté du challenge, c'est qu'il faut qu'il soit bien équilibré. Parfois, il faut qu'il soit suffisamment difficile pour donner l'envie de réussir, mais il faut aussi qu'il soit pas simple, mais pas trop dur non plus pour ne pas décourager en fait les apprenants. Un point très important, le feedback. Et ça, peut-être que je vais m'y arrêter un petit peu plus. Le feedback, c'est très important parce que c'est l'élément essentiel du jeu. Comme on dit, il suffit pas de jouer, mais derrière, c'est indispensable
de faire ce feedback. C'est un temps, finalement, c'est une pause structurante. Et c'est le temps d'apprentissage où on va débriefer qu'est-ce qu'on a fait durant le jeu, qu'est-ce qu'on a vu, quels sont les contenus qui ont été traités, et permettre aux personnes, en fait, de synthétiser tous ces apports et de pouvoir les ancrer sur du long terme. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on a appris, en fin de compte, à travers ça? Complètement. Et là, s'il y a un élément à retenir dans le cadre du jeu, c'est le feedback. Il est impératif de faire suivre chaque jeu d'un feedback. Et le 5e élément, ce serait de l'interactivité, parce qu'il faut du collectif. C'est du social learning, en fait. C'est très important, c'est que les joueurs échangent entre eux, et grâce à du matériel aussi de jeu. Et le dernier, on en a parlé tout à l'heure, Delphine, c'est les émotions. Il faut qu'on ait ce sentiment de plaisir. Pour qu'on ancre davantage et qu'on se souvienne un peu de ce qu'on a appris au cours de ces jeux. Et tout à l'heure, Jean, je rebondis, je te parlais de la différence entre le jeu et l'activité ludique. Donc, ces 6 éléments, c'est ces 6 critères qui vont permettre de parler de jeu. Si on n'a pas ces 6 éléments, on parlera plutôt d'activité ludique, qui est le premier degré de la ludopédagogie. Ok. Et je reviens sur les objectifs. Les objectifs, est-ce qu'ils doivent être formulés comme pour les formations, en se servant de la taxonomie de Bloom? Est-ce qu'ils sont vraiment dans ce même cadre-là, ou pour le jeu, ça change un peu de définition? Oui, en tous les cas, moi, je l'utilise. Je prends exactement, c'est mon objectif pédagogique que je définis au préalable, et après, je construis en fait le jeu autour de cet objectif. Ce qui ne veut pas dire que mon objectif est aussi fermé, que je peux pas le bouger ou le faire évoluer, mais effectivement, j'utilise après tous les leviers, on va dire, de la pédagogie qui sont ancestrales et qu'on utilise encore et toujours. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 ou 3 exemples concrets de formats que tu utilises le plus, puis nous dire aussi dans quel contexte ça fonctionne le mieux? Est-ce que c'est des jeux de rôle, des jeux de plateau, des escape games, enfin, qu'est-ce que tu utilises? Je vais repartir finalement de cette distinction que j'ai pu faire de l'activité ludique. Et je pense que tu as dû en voir le degré 1, ce que j'appelle le degré 1, c'est ce qu'on utilise pas mal soit en ouverture ou même quand on sent un coup de mou dans le cadre de nos formations. C'est l'icebreaker ou l'energizer, où là, c'est des choses très simples. C'est vraiment une activité ludique et ce qui va venir soit créer l'inclusion, soit réveiller les participants. Après une pause déjeuner, par exemple? Par exemple, complètement. Et ça, on est vraiment, alors je vais pas dire râler pas craque, mais c'est le niveau 1, le degré 1 pour moi de la ludopédagogie. Je vais prendre les 2 extrêmes et après je parlerai du milieu. Les escape games, quelque chose de beaucoup plus poussé où on va retrouver aussi bien cette dimension de jeu, mais en plus gamification. On aura un challenge fort, compétition, on va dire une gentille compétition qui se met en place entre les apprenants. Et les escape games, voilà, où là on va retrouver toutes ces dimensions, on va traiter un contenu en reprenant aussi les caractéristiques de l'escape game. C'est-à-dire qu'il y a de la fouille, il y a de la communication, il y a un temps limité, etc., etc. Et là, en revanche, il faut faire quand même attention parce que parfois il y a quand même ce timing qui peut être un peu anxiogène pour certains. Donc il faut pouvoir adapter aussi en fonction de son public. Au milieu, il y aurait, je dirais, tous les jeux un peu plus aussi soutenus. Mais des jeux qu'on peut retrouver. Et là, il y a différentes typologies de jeux, comme les jeux de plateau, par exemple, des jeux de cartes. Ce que je mets au milieu, où là, on va prendre un jeu même préexistant, et ce qui peut faciliter aussi la construction du jeu. Par exemple, moi, souvent, je m'inspire de la culture populaire au niveau des jeux. Monopoly, Cluedo, etc. Time's Up, des trucs comme ça. Complètement. Ouais. Je prends les jeux préexistants et je les redécouvre, ou plutôt je recrée un nouveau jeu. Sur la base du mécanisme existant, c'est ça? Et avec un contenu qu'on m'a confié. Donc voilà, c'est 3 niveaux. Plutôt degré 1, icebreaker, degré un peu plus 2, le jeu qu'on peut trouver aujourd'hui dans le cadre de la culture populaire, et le 3 où on est vraiment sur quelque chose, l'escape game, parce qu'il y a aussi la dimension scénarisation qui rentre en jeu, c'est le cas de le dire. Très clair, merci. Alors, en tant que responsable L&D, on pourrait se dire, super, je vais acheter un jeu tout fait comme ça à Fabienne, je vais le coller dans mon déroulé pédagogique. Toi, tu parles plutôt de travail de conception, en fait, ou de co-construction avec tes clients. Du coup, quels sont les préalables indispensables pour que ça marche, tu vois? Moi, je dirais que ça peut marcher sur tout le monde. D'ailleurs, moi-même, pour l'avoir essayé, même sur un public haut, on va dire talent, dans le cadre d'entreprise, où certains me disaient ouais, mais non, ça va pas marcher parce que c'est des directeurs ou autres, etc. Finalement, on a pu faire des icebreakers ou d'autres jeux un peu plus poussés, en mettant en avant ce côté collaboratif, intelligence collective, en fait. Et c'est là où ça peut fonctionner. C'est surtout, faut identifier un contenu déjà au préalable. Et c'est plutôt le contenu qui va donner l'idée peut-être du jeu que l'on va construire derrière.
Souvent, on me dit, j'aimerais bien faire ci, faire ça, mais moi, je leur demande, mais quel est le contenu à traiter? Et c'est en voyant le contenu, je me dis, je vais peut-être le faire de telle ou telle façon. Et là, je vais m'appuyer sur un jeu existant ou pas, peu importe, pour traiter ce contenu. Et après, la cible, en fonction, c'est pareil, comme je te disais au départ, on peut jouer sur ces degrés de ludopédagogie et plus ouverte, moins ouverte. Je vais ajuster finalement ces éléments-là, où je vais changer aussi mes éléments de langage pour éviter de faire peur avec ce terme. Intelligence collective, ouais. Et je reviens sur le travail de conception, de co-construction avec ton client. Est-ce que ça, tu passes du temps? Est-ce qu'ils te font confiance ou est-ce qu'ils veulent être partie prenante pour être sûr que ça colle bien à leur objectif? Comment ça se passe précisément? Tout à l'heure, je te disais, dans un premier temps, on parlait d'objectifs. Le premier, effectivement, c'est d'identifier les objectifs pédagogiques. Où je veux que le jeu m'emmène, en fait. Comment le jeu peut-il m'aider et où va-t-il m'aider? Ensuite, ça sera de proposer un format adapté au temps et aux contraintes que l'on va me donner. Souvent, pour enlever cette crainte du jeu, je donne des exemples concrets ou des retours d'expérience que j'ai pu avoir. Après, ça dépend si l'animation est en interne ou en externe, mais en tous les cas, de créer aussi pas communauté, mais faire en sorte qu'ils adhèrent aussi bien leurs formateurs internes, mais aussi les clients qui adhèrent à ce type de jeu. Et bien sûr, et c'est là où on va co-construire l'ensemble des séquences ensemble. Ça, c'est indispensable pour beaucoup plus d'adhésion et surtout pour prouver aussi l'impact que le jeu pourra avoir. Alors, tu as aussi pas mal de messages d'alerte dans ton approche. Quels sont les pièges à éviter quand on veut se lancer dans la ludopédagogie? Est-ce qu'il y a des choses dont on doit tenir compte, justement? Est-ce que c'est pas fait pour tout le monde ou au contraire si, mais à condition de respecter tel... Ce serait les craintes des clients, j'aurais envie de dire. C'est vrai qu'on peut se trouver en face d'une personne réfractaire à cette ludopédagogie. Donc, je commencerai, moi, par écouter ses craintes avant de vraiment proposer quelque chose. De démontrer aussi que le jeu n'est pas forcément enfantin, mais ça peut être quelque chose de sérieux. J'irai vers un test et de commencer petit aussi. Pas forcément commencer par une usine à gaz, ça sert strictement à rien. Mais de tester et d'aller finalement crescendo au fil de l'eau. Du coup, ça me fait penser à tous ces clients qui rentrent par l'outil ou par la technique avant de parler d'objectifs. Or, finalement, c'est la même chose, que ce soit une technique d'animation de jeu, d'une modalité, plutôt qu'un outil. Il me faut absolument faire de la réalité virtuelle. Oui, complètement. Sans savoir si c'est adapté ou pas. Ça revient au même, en fait. Complètement. Ouais. Alors, tu formes des formateurs, tu conseilles des entreprises. Est-ce que tu pourrais nous raconter un ou deux projets où le jeu a tout changé, en fait? Est-ce que il y a eu vraiment une montée en compétences extraordinaire, une prise de conscience ou quelque chose qui fait que le jeu a provoqué ça et tu en es assez fier pour pouvoir le partager avec nous? Oui, j'ai un exemple en tête. Le client voulait changer son approche de la formation, qui était peut-être très plan-plan, mais il voulait vraiment bousculer cette approche. C'était un jeu de plateau. Les personnes se positionnaient de débutants à experts. Alors, c'était un acteur de l'assurance, pour pas le citer. Et donc, ils avaient des cartes situation avec des cartes dimensions. Ils devaient traiter la situation sous plusieurs dimensions qu'on avait prédéterminées avant. Il y avait une dimension juridique, une dimension pratique, une dimension, on va dire, sociale avec la relation client, mais aussi une dimension réflexe, c'est-à-dire quelles sont les questions que je dois me poser. Et une autre, c'était une dimension plus technique parce qu'il y avait des calculs à faire dans le cadre de ce contenu. Là, on en est fiers parce que c'était ce qu'on appelait un kit codev. Finalement, on a créé comme alors, il y a aussi la dimension codev parce qu'on venait de traiter une situation professionnelle, mais on cadre ce traitement dans le cadre de ces 5 dimensions. Et en fonction des dimensions traitées, donc les équipes s'affrontaient et posaient leurs cartes. Moi, je donne la réponse de telle et telle dimension. Et il y avait une bonne et mauvaise réponse ou un traitement plus ou moins ajusté. Et les cartes, il y avait des points dessus, ce qui leur permettait d'avancer et d'aller de une posture de débutant à une posture expert. Et ça a vraiment changé, et surtout que c'était des séquences potentiellement de 2 heures. Et là où on a été fiers, c'est qu'au-delà de l'animer au départ avec des experts et des facilitateurs codev, ils ont pu en interne s'approprier le jeu et après se l'auto-animer finalement avec leurs équipes dans le cadre de l'entreprise. Donc ça a vraiment fait un effet cascade et de pouvoir l'utiliser pas au jour le jour, mais de faire des séquences et de le faire en toute autonomie, voire même plus tard, c'était de créer aussi des cartes situation et d'enchaîner, de l'enrichir. De l'enrichir avec de nouvelles cartes. Ah, génial, super. C'est un bel exemple. J'avais un autre exemple auquel je pense, parce qu'on parle de ces jeux-là, ça peut être présentiel, mais ils peuvent très bien se faire aussi en distanciel. Et je pense là à un escape game digital que j'ai pu faire
un client dans le domaine automobile. Alors là, c'était dans le cadre d'un changement de stratégie, de nom, d'approche pour sa cible vendeur. Et on a fait un escape game pour aller rechercher la nouvelle approche, les nouveaux termes, le nouveau marketing. Et on a créé aussi ce jeu-là avec une forte scénarisation, justement aux 6 éléments qu'on a cités tout à l'heure. On a D'accord. rajouté aussi du storytelling et cette dimension narrative que l'on peut trouver dans le cadre du jeu. On plonge les personnes dans un contexte, des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Voilà, on donne du corps finalement aussi à ce jeu et à cette gamification. Bon, ça me donne envie d'aller voir tout ça, quoi. Je sais pas si les formations sont toujours utilisées, mais c'est vrai que c'est assez chouette. Si nos auditeurs, en t'écoutant, se disent super, ça donne envie, hein, comme moi, là, comme je viens de dire, mais par où je commence? Tu leur dirais quoi? Quels sont les premiers pas concrets pour intégrer un peu de jeu dans une formation? C'est de commencer petit. C'est toujours la politique des petits pas. De tester un jeu, peut-être préexistant. Et là, je pense à Tiagui, qui est la référence en termes de jeux. Il a créé des jeux cadres, plus de 100. Tiagui, c'est un pseudonyme, mais c'est une personne qui est née en Inde, qui va aujourd'hui aux États-Unis et qui a créé le concept du jeu cadre. Il a une créativité débordante et il a vraiment inventé de très nombreux jeux. Donc, j'inviterais les personnes à se mettre là-dedans. C'est des jeux cadres, c'est-à-dire qu'on a une coquille vide et on rentre dans ce jeu. On a toutes les règles, mais on rentre le contenu et c'est très facile à mettre en place. D'observer, une fois qu'on a fait ça, comment ça se passe, de demander des retours aux personnes qui ont vécu cette expérience et puis après, peut-être de l'adapter à ce que l'on veut vraiment faire. Et petit à petit, c'est déjà un petit pas concret avant de se lancer dans un grand projet complètement théorique, mais vraiment d'aller de manière très progressive. Donc, quand tu dis une coquille vide, c'est-à-dire que tu as tout le mécanisme du jeu qui est créé, mais tu le personnalises avec ton contexte, tes objectifs, etc. Complètement. C'est ça? Même contenu, il donne même des directives d'objectifs au départ. Ok, on mettra le lien vers c'est un site, Oui. j'imagine, et on mettra le lien dans les ressources de l'épisode. Et alors, pour t'aider à concevoir ça, est-ce que tu peux t'inspirer d'outils ou tu t'aides d'outils? Complètement. Et c'est vrai, on a parlé de plein de jeux entre Icebreaker, que l'on peut jeu de cartes, etc. J'ai plein d'outils en fait, et il y en a plein quand même qui sont open source et gratuits. Celle que d'ailleurs la plupart peuvent connaître, c'est digital.dev. Il y a des buzzers, même vous pouvez faire vos modules en ligne, vous pouvez faire ce qu'on appelle la roue de la fortune pour faire un icebreaker, pour la dimension du hasard. Mais il y a également aussi quelque chose de très intéressant, c'est l'atelier du formateur.fr. Vous pouvez aussi trouver tout un tas de choses. Un que j'utilise pour créer des activités ludiques du degré 1, c'est Learning App. Vous pouvez créer des glissés-déposés, des memories, des quiz bien sûr, mais également des textes à trous, voilà, tout plein d'activités que vous pouvez récupérer. Et ça, c'est gratuit, hein, Fabienne? Tout ça complètement open source. Et ce que j'aurais envie de citer également, Mechanicart, c'est aussi un site où vous avez la possibilité de créer avec vos propres jeux. Vous avez votre contenu et ça permet en fait de brainstormer, de challenger autour de ce contenu pour le mettre dans un cadre de jeu. Finalement, ce sont des cartes qui sont réparties en plusieurs catégories. On a d'un côté des compétences, c'est-à-dire ce que le joueur devra savoir, par exemple faire pour jouer. Il y a la mécanique des jeux, donc comment le jeu va être organisé, est-ce qu'on va déplacer des pions ou pas, tirer des cartes, et le matériel, ce qu'on a besoin, parce que c'est des cartes chronomètres. Et grâce à ce mécanique art, ça va vraiment vous permettre de créer votre jeu en toute autonomie. Parfait, on mettra toutes ces infos dans les ressources de l'épisode. Merci Fabienne. Eh bien, écoute, je te propose maintenant de passer aux questions signature du podcast. Alors, ma première question, c'est comment tu fais ta veille? Est-ce que tu vas chercher des nouveaux jeux? Comment tu fais là? T'en as déjà 400 à ton actif. Comment tu fais ta veille pour en trouver les nouveaux? Je vais pas dire que j'ai pas d'organisation particulière, j'en ai une, mais j'ai envie de dire j'ai plutôt un état d'esprit. J'observe beaucoup, j'écoute, j'échange, et dès qu'un sujet attire mon attention, je vais aller creuser finalement un petit peu plus ça. Donc ça peut être à l'occasion d'un salon, d'un échange de travail, mais ça peut être aussi d'un dîner, d'une pub dans la rue, de me dire tiens, je pourrais peut-être faire ci, faire ça. Voilà, tout est source finalement d'inspiration. Après, de manière plus traditionnelle, j'ai des abonnements, bien sûr, à des newsletters, d'autres revues, comme du style, je suis abonnée Digital Learning Academy, Sidologie, mais il y a aussi plein de livres blancs que l'on peut retrouver.
Et en fonction d'un sujet, après, je vais creuser, je vais aller justement, je fais un peu comme on appelle le learning funnel, hein, et je vais aller acheter des ouvrages, je vais aller traiter le sujet plus en profondeur. Donc voilà, donc dès que j'identifie finalement un sujet, je vais piocher un petit peu partout. Et j'ai aussi, c'est là où je sais organiser, j'ai un dossier en fait, veille et contenu, où je glisse toujours tout ce que je peux voir et glaner au fil du temps. Et une autre chose, et je me mets quand même à l'ère du temps, c'est que j'utilise aussi aujourd'hui l'IA. Je me suis créé en fait des résumés hebdo sur des sujets de prédilection, donc comme j'ai autour des tendances de l'IA par exemple, mais aussi de la ludopédagogie. Et tous les vendredis à 14h, j'ai les tendances de la semaine qui ressortent et là je vais le regarder. C'est un peu en fait, comment on dit, une revue de presse finalement qui m'est faite chaque semaine. D'accord, et que tu as programmé. Super. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi ? Pas évident de répondre à cette question parce que je me dis que depuis qu'on a fini nos études ou notre formation plutôt initiale, finalement, on n'arrête pas de se former. Pour quelqu'un qui est dans la formation plutôt positif et de pouvoir dire ça, c'est vrai qu'on se forme régulièrement, mais celle qui m'a le plus marquée, ça a vraiment été un tournant dans ma carrière professionnelle. J'ai suivi en 2008 un certificat sur le management et l'ingénierie de la formation, l'ISG. Donc, ça a vraiment été un moment charnière où j'ai vraiment abandonné le droit, finalement, pour la pédagogie. Et ce qui m'a lancé en fait, dans tout ça. Et après, j'ai rajouté une dimension. C'est surtout la formation à la ludopédagogie et notamment celle de Tiagui que j'ai suivie en 2011. Ça a vraiment changé mon parcours professionnel, en tous les cas, réorienté. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation, en lien avec ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire pour les inciter à insuffler un peu plus de jeux ou d'activités ludiques dans leur formation, ce serait lequel ? C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, de commencer petit, déjà de s'intéresser à la ludopédagogie, d'aller faire une veille, d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans ce cadre-là et quelles sont les évaluations qu'on pourrait retrouver autour de l'utilisation de la ludopédagogie et de voir en quoi finalement l'utilisation du jeu peut être bénéfique, efficace dans ce cadre-là au niveau de l'ancrage que l'on peut retrouver, de gérer ses résistances, d'aller voir ce qui se passe. Et finalement, on n'en a pas parlé, mais il y a toujours aussi cette peur de l'échec et de dire que grâce au jeu, on peut se tromper pour apprendre. Et c'est aussi un point très important. Et surtout de ne pas oublier de faire le débriefing de fin de jeu et ce fameux feedback pour ancrer et synthétiser tous les apports. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Fabienne ? J'ai un événement à venir qui est le 2e festival de la ludopédagogie et des jeux de Tiagui. Ouais, ça tombe plutôt bien. Bon, il faudra attendre un petit peu parce que c'est le 13 et 14 novembre 2025 et ça aura lieu à Bruxelles. Mais c'est vrai que cet événement rassemble les passionnés de pédagogie ludique. C'est peut-être le conseil que je donnerais au RH pour se lancer, qui serait un peu réfractaire, d'aller voir ce festival et de découvrir justement toutes ces activités interactives. Et pour finir, est-ce que tu aurais une suggestion d'invité pour un prochain Skill Me Up ? Oui, bien sûr. Ça va être difficile de s'arrêter à une personne, mais j'aurai quelqu'un avec qui je travaille, Charlotte Defaille, qui fait Wake Up. C'est sa société, c'est Overyoung, qui est sur la transformation des entreprises autour du change dans le travail, au futur du travail, etc. Mais j'ai envie de citer Marion Breleux, qui est en train de créer sa société autour de la certification, mais aussi qui fait beaucoup de fresques des valeurs républicaines. 2 personnes alors à recommander. 2 personnes, je suis gourmande. Et comme je les connais déjà, je vais tout de suite m'empresser d'aller les contacter sur tes conseils. Merci Fabienne. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté et pour la clarification que tu as pu faire sur les différents degrés d'activité ludique jusqu'au jeu, en fait, en passant par la ludopédagogie. Merci beaucoup pour ça. Merci pour tous les conseils que tu as pu nous apporter, les exemples aussi. C'était très chouette. Merci Delphine. Et j'étais ravie de pouvoir partager. Il y a tellement de choses à dire que c'est difficile de s'arrêter. C'est un peu l'objectif et c'est de tenir un peu plus d'une demi-heure. Mais voilà, on l'a fait. Donc, merci beaucoup. Et à très bientôt. C'était un plaisir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.